Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. On est aujourd'hui le 16 janvier 2015. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Haïti, au Québec et dans le reste du Canada français. Donc aujourd'hui, évidemment, on va remettre l'accent sur la bataille actuelle pour détruire l'Empire britannique, que ce soit la faction financière qui tente vraiment de détruire maintenant les nations à coup de réformes économiques, à coup de quantitative easing, donc d'impression d'argent et en fait de destruction aussi de la capacité de production des nations. Et l'autre aspect de cet empire-là qui est en fait le financement du terrorisme international, impliquant donc non pas seulement les groupes comme on connaît peut-être plus qu'on connaît peut-être mieux aujourd'hui vu la situation que les groupes comme État islamique, Al-Qaïda et tous ceux qui s'y apparentent. Donc avant tout, un des faits importants des derniers jours concernant la situation économique est ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce où on va avoir des élections bientôt. En fait, on a deux partis en Grèce, donc le parti en anglais Greek Syriza, donc Greek Syriza, et le parti des Grecs indépendants. En fait, on fait la manchette là, de plusieurs médias en Europe parce qu'ils ont fait un appel à une conférence sur la dette européenne. Donc une conférence qui sera en fait similaire à la conférence qui a eu lieu en 1953, donc qu'on appelait la conférence de l'accord sur la dette, une conférence qui a eu lieu à Londres et qui visait en fait à réorganiser la dette de l'Allemagne, donc la dette de l'après-guerre. Évidemment, ça crée tout un émoi parce que ce qui est important là-dedans, c'est que en fait, on démontre quel est le véritable problème. Beaucoup de gens parlent de la dette de la Grèce, comme quoi la Grèce est dans une crise économique et que la Grèce a un gros problème. Et en fait, les Grecs et comme nous ici au CRC, on comprend que le problème n'est pas simplement la Grèce, c'est l'Europe au complet. C'est le système de l'euro qui est pourri de l'intérieur. Donc il faut une complète réorganisation. La Grèce elle-même, si on la réorganise, c'est évidemment pas suffisant parce que les autres nations vont en fait chuter aussi rapidement que la Grèce dans le système actuel. Donc juste peut-être quelques faits historiques concernant la conférence sur la dette de Londres. En fait, il y a eu certains points importants, en fait 4 points importants de cette conférence-là. C'est-à-dire que le but de la négociation sur cette dette étrangère allemande était en fait de faciliter une reprise, une expansion rapide de l'économie allemande qui s'est vue justement, qui était vue plutôt comme étant cruciale pour la reprise en fait économique de l'Europe de l'Ouest dans son entièreté. Et que ça c'est un des premiers points. Donc le deuxième point était que toute dette étrangère, publique ou privée devait être réglée par un traité. Donc pas d'exception, pas de too big to fail, pas de banques ou d'individus qui ont priorité. Tout le monde sur le même niveau et on s'occupe de tout selon un traité. Le troisième point très important, c'est qu'en fait, en moyenne, 50% du principal de la dette on s'est débarrassé de 50% de cette dette-là. Ensuite, on a évidemment réduit les taux d'intérêt pour que la dette soit payable et qu'en fait qu'on paye un montant rationnel. Donc, contrairement à aujourd'hui, il faut tout rembourser demain matin. On est prêt à détruire l'économie. Mais à ce moment-là, c'était le contraire. On dit la nation en premier, les Allemands, la population allemande en premier, comment on relance leur économie plutôt que de simplement penser aux créditeurs. Et le quatrième point était, contrairement au Fonds monétaire international actuel, aucune conditionnalité n'était rattachée à ce paiement de dette. Donc pas de politique visant à forcer l'Allemagne en fait à accroître ses coupures de budget, ce qui était en fait la politique durant le régime de Hitler et évidemment avant Hitler, qui était de tout couper pour en faire rembourser la dette de la Première Guerre mondiale. Donc cette conférence-là est un changement
radicale de la politique des nations de l'Europe, évidemment incluant aussi les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, on parle justement de ramener ce principe et de dire au nom en fait de la population grecque et au nom de la population de l'Europe, on doit avoir cette conférence internationale à travers l'Europe pour se débarrasser de cette dette qui est en fait qui va devenir le cauchemar des nations de l'Europe si justement on n'arrive pas à réorganiser cette dette de manière rationnelle. Donc, fait très important, et c'est évidemment un fait qui a fait réagir beaucoup Wall Street, parce que les gens, évidemment, veulent que la Grèce poursuive ses politiques de coupure. On veut continuer la politique d'hyperinflation visant à imprimer de l'argent pour sauver le système financier. Et aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, on voit aussi un certain sens de cette bataille dans les événements récents, notamment la réintroduction par la membre du Congrès Marcy Kaptur, qui est une démocrate, si je me rappelle bien, qui est une démocrate de l'Ohio, exact, qui aurait introduit en fait la législation Glass-Steagall, maintenant nommée la résolution du Congrès 381. Donc, qui vise en fait à ramener la législation de Franklin Roosevelt, qui visait justement à séparer les banques en activité, donc les banques commerciales d'un côté, les banques d'investissement de l'autre côté, et qui n'ait plus ce qu'on appelle d'inceste financière. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire pas parce que on ne parle pas ici de simplement ramener une ancienne règle qui va nous permettre de faire des divisions techniques et que tout va bien aller par la suite. Non. Le but de la réintroduction de cette loi et la raison pour laquelle le CRC veut ramener cette loi au Canada et le mouvement de Lyndon LaRouche en général, en Australie, en France, en Italie, etc., aux États-Unis, veut ramener cette loi, c'est dans le but de détruire Wall Street et la City de Londres. Donc, les détruire, pas les réorganiser, pas les refinancer, etc. Détruire cette espèce de blob impérial britannique, donc qui est un cadeau légué par l'Empire britannique aux États-Unis lors de leur révolution contre les pouvoirs britanniques. Donc, de détruire ce système-là et de vraiment revenir à un système où la créativité humaine est mise en premier. Donc, développement scientifique et technologique, développement des infrastructures, développement spatial, développement de fusion nucléaire, donc tout ce qui est nécessaire pour le développement de la population, et de mettre Wall Street et leurs institutions en faillite et s'en débarrasser pour de bon. Et donc, justement, Wall Street aussi contre-attaque en introduisant la résolution 37, donc House Resolution 37, qui, elle, vise plutôt à, en fait, réintroduire différents mécanismes pour poursuivre les fameux bail-out et les fameux bail-in, visant en fait à utiliser l'argent du gouvernement et de la population afin de sauver un système financier en faillite. Donc, ça, c'est le premier aspect de cet empire-là. C'est un empire financier et qui est encore très actif et que maintenant plusieurs nations sont en train de combattre directement. L'autre aspect de cet empire est ce dont on parle déjà depuis vendredi dernier de manière très directe, c'est en fait l'aspect impérial, donc les institutions impériales qui vont financer, parrainer et en fait recruter des gens dans le terrorisme international, notamment les factions islamistes, État islamique, Al-Qaïda, etc. Mais ça s'étend beaucoup plus loin. On l'a vu récemment, on a des cellules de ce genre autant en France qu'au Canada. On a des gens qui voyagent pour justement financer le terrorisme ou y participer directement en tant que soldat ou plutôt que mercenaire. Donc des gens qui peuvent aussi commettre des actions dans des pays développés, comme on l'a vu avec les attentats contre Charlie Hebdo ou les attentats à Ottawa le 22 octobre dernier et à Québec
au Québec le 21 octobre précédemment. Donc, dans le but, en fait, de contrer cette politique-là, on a parlé récemment, en fait, d'une entrevue qui a été donnée par Jeffrey Steinberg lors du dernier webcast du mouvement Larouche, donc le Larouche PAC aux États-Unis, dans lequel, selon M. Larouche, M. Steinberg, qui est un des éditeurs du magazine Executive Intelligence Review et membre du mouvement Larouche, en fait, élabore et donne, selon M. Larouche, la meilleure analyse existante sur le terrorisme international et quoi faire pour le contrer. Cependant, avant d'aller dans ce sujet-là, je voulais parler à nos auditeurs, en fait, de quelque chose de très important qui est en fait ce que M. Lyndon LaRouche a dit dans un discours du 3 janvier 2001, donc quelques mois avant les attentats du 11 septembre 2001 à New York et au Pentagone, donc à Washington. Donc un discours très prophétique. Et en fait, c'est un discours qui donne vraiment une bonne idée de en fait, comment on peut analyser ce genre de situation-là et comment on peut prévoir ce type d'action et comment M. Larouche aussi l'a prévu à l'époque. Donc, dans son discours, enfin, on se rappelle qu'en janvier 2001, on venait d'avoir un nouveau gouvernement qui était le gouvernement avec George Bush Jr. Et dans son discours, M. Larouche prend beaucoup de temps pour vraiment bien expliquer la situation économique de l'époque, de 2001. Parce qu'on se rappelle que dans les années 2000, on avait des mouvements populaires qui se soulevaient contre la mondialisation, donc contre le système économique de cheap labor, donc un système qui abuse de l'humanité, et évidemment contre les politiques de spéculation et les politiques financières à outrance associées à tout ça. À l'époque, on avait un des grandes arnaques de l'histoire de l'économie mondiale qui était ce qu'on appelait la bulle de l'an 2000. Donc on avait supposément des ordinateurs en l'an 2000 qui allaient cesser de fonctionner à cause de leur système digital interne qui, à l'arrivée de l'an 2000, l'ordinateur allait tout resetter. Donc il y aurait des problèmes techniques immenses. Et donc, les nations, les institutions privées ont investi évidemment des centaines de milliards de dollars dans le but de générer une espèce de bulle qu'on associait en fait à ce qu'on appelait la nouvelle économie. Donc, au lieu d'avoir des fermiers, au lieu d'avoir des ingénieurs, des gens de la construction, on avait la nouvelle économie, qui était en fait des gens, des compagnies avec 2 ou 3 personnes assis devant des ordinateurs, qui faisaient des publicités, qui faisaient des sites web. Et ces compagnies-là sont devenues en fait des compagnies multimillionnaires en l'espace de quelques semaines, où on avait la bulle avec les compagnies comme Amazon, Google, Yahoo, etc. Donc évidemment, une économie aucunement reliée à la production des nations. Donc un simple service qui était devenu une espèce de panacée où les gens ont fait en fait des sommes, ont ramassé des sommes d'argent immenses. Donc on a eu en fait donc cette injection d'argent dans le système financier a permis de sauver le système financier pendant au moins quelques mois. En fait, juste pendant le temps où on avait les élections aux États-Unis et où George Bush est devenu le président des États-Unis avec son vice-président Dick Cheney. Donc, M. Larouche continue d'élaborer en fait sur cette bulle spéculative et en fait comment en fait on avait créé une nouvelle bulle mais qui était déjà en train d'exploser. Donc, c'est une bulle à très court terme. Donc, comme on disait, qui visait juste à sauver les États-Unis durant la période des élections présidentielles. Et M. Larouche continue son analyse en disant que ça, c'est très, très similaire à ce qui s'est passé en Allemagne en 1923, où, en fait, le Reichsmark a perdu, en fait, avait une valeur incroyable. En fait, il y avait une telle hyperinflation. En fait, c'est plutôt le contraire. La valeur du Reichsmark avait chuté tellement bas que les gens devaient aller acheter du pain. Ils avaient en fait des brouettes pleines d'argent pour en fait acheter un pain à plusieurs milliards
de Reichsmark. C'est complètement ridicule. Mais donc, la politique hyperinflationniste qui datait en particulier là, de 1918 en Allemagne, visant en fait à payer les dettes de l'Allemagne, les dettes qu'elle avait encourues durant la Première Guerre mondiale et en fait payer aussi la dette des nations, des alliés comme l'Angleterre et les États-Unis et la France. Donc cette explosion du système-là a fait de créer des conditions horribles qui ont permis en fait l'arrivée du régime de Adolf Hitler par la suite. Donc encore aujourd'hui, on est là, on imprime de l'argent. À l'époque, on avait Alan Greenspan qui était le gouverneur de la Réserve fédérale américaine et donc qui avait déjà commencé en fait à l'an 1988 exactement, avait déjà commencé à imprimer énormément d'argent pour stimuler le domaine, le domaine financier, l'économie financière, donc la spéculation, etc. Et déjà à l'époque, on avait aussi la création d'une bulle immobilière. On avait une hyperinflation notable. On parle de certains produits pouvant monter de 20 à 30% en un espace très rapide. En fait, cette politique-là était en fait une politique de destruction de la production. Donc, on a laissé tomber les producteurs automobiles, on a laissé tomber les agriculteurs, on a laissé tomber les ingénieurs, les gens de la construction, etc. Et ça avait commencé en fait en 1979 avec l'administration Jimmy Carter et l'ancien dirigeant de la Réserve fédérale, Paul Volcker. Donc Paul Volcker qui lui avait inséré à un certain moment donné des taux d'intérêt allant jusqu'à 20%. Donc quand les gens empruntaient de l'argent, c'était évidemment impensable de rembourser. Donc il y a eu une très grande chute de l'économie physique, donc de l'économie de production, comparativement à l'époque de 1933 à 1965 aux États-Unis, où on a eu, grâce aux politiques de Franklin Roosevelt et des présidents qui ont suivi, sauf Harry Truman, mais le président Eisenhower et le président Kennedy. Donc on a eu une reprise, on a eu un développement économique profitable, donc qui était un bénéfice, donc on avait un profit, un véritable profit physique économique. Mais par la suite, les choses se sont gâtées. Et les États-Unis sont devenus, plutôt que d'être une nation ayant justement le plus gros centre de production au monde, mais les États-Unis sont devenus un importateur. Donc, et c'est là où toute l'idée de mondialisation, l'idée de cheap labor a commencé à vraiment prendre beaucoup de place. Et en fait, les États-Unis, déjà en l'an 2001, avaient un déficit d'environ 600 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Et ce déficit-là, évidemment, n'a pas arrêté. Donc on avait une situation où les États-Unis devaient emprunter de l'argent, devaient en fait offrir aux nations comme la Chine et d'autres nations d'investir aux États-Unis avec des taux d'intérêt très favorables, dans le but justement de garder la spéculation en vie et de donner une fausse allure de développement économique à cette époque-là. Donc évidemment, aucun développement économique, mais le PIB, les statistiques en général étaient manufacturées pour donner un sens ou un faux sens de développement économique. Comme quoi les États-Unis étaient dans une bonne position, il n'y avait aucun problème. Donc, M. Larouche continue donc tout un discours là-dessus, un discours très important, dans lequel il va aussi évidemment élaborer sur certaines solutions dont on va parler plus tard aujourd'hui. Mais encore là, il faut garder le sens qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé en l'an 2000, en 2001, et ce qui s'est passé à l'époque en 1923, où vraiment la chute de l'économie allemande, l'hyperinflation a détruit l'économie et qui a créé les conditions pour en fait des gens comme Adolf Hitler pour prendre le pouvoir. Et plus tard dans son discours, M. Larouche en fait répond à une question, et c'est là le point principal auquel je voulais vous amener, mais je vais donner un peu un sens de ce qu'il disait.
En fait, il y a une question sur un, un- un terme que M. Larouche a utilisé qui s'appelle la stratégie sudiste aux États-Unis. Donc, évidemment, une stratégie où le Ku Klux Klan reprend le dessus des politiques aux États-Unis. Ce que M. Larouche avait appelé la stratégie sudiste de Richard Nixon. Donc déjà à ce moment-là, on avait des problèmes avec cette stratégie. Et donc, il faut se rappeler aussi qu'en 2001, on a l'arrivée de George Bush Jr. avec son équipe de conseillers, des gens qui sont connus et reconnus justement comme étant des gens associés à un principe dont on a parlé il y a quelques émissions, le PNAC, donc qui voulait dire le Project for a New American Century, donc un projet pour le nouveau centenaire américain, qui visait en fait à créer les États-Unis et en fait à déstabiliser les autres nations, à garder un pouvoir économique sur les autres nations et empêcher tout développement à l'extérieur. Donc vraiment une politique de dictature et de création de conflits visant à générer des politiques en fait de loi martiale, donc des politiques d'urgence politique. Donc en 2001, ce qui est arrivé, la première des choses, c'est que la présidence de Bush Jr. avait proposé, avait en fait nommé comme option un certain John Ashcroft à la position de Attorney General, donc le juge général américain. Donc quand M. Larouche a entendu parler de ça, il a dit ça y est, c'est la stratégie sudiste, c'est le Ku Klux Klan qui revient faire des siennes. Il a même été jusqu'à dire que la nomination de pareilles personnes, comme John Ashcroft, est vraiment une insulte au Congrès. Et si les démocrates du Congrès capitulent devant cette nomination-là, donc s'ils sont d'accord avec ça et ne la repoussent pas, donc ensuite le Congrès est fichu. Et donc, là, M. Larouche réitère ce qui s'est passé en Allemagne en 1933, où à cette époque-là, on avait un juriste du nom de Carl Schmitt qui en fait élaborait une théorie intitulée en allemand le Führerprinzip, qui était l'idée qu'on connaît peut-être plus aujourd'hui, mais qui était la même idée qui a aidé à Hitler à prendre le pouvoir, qui était l'idée que dans un moment d'urgence, il faut donner tous les pouvoirs aux dirigeants. On ne peut pas se permettre de dialoguer, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Il faut que tous les pouvoirs soient dans une même personne. Évidemment, à travers cette discussion-là, plus tard, donc le 28 février 1933, le Parlement allemand a brûlé. Donc on a eu un agent, en fait, un agent hollandais qui a mis le feu au Parlement. Mais les nazis qui étaient au pouvoir à ce moment-là ont dit « Ah, on va blâmer ça sur les communistes », ce qu'ils ont fait. Et par la suite, on a vu la naissance de l'acte ou le décret d'urgence qui a donné les pleins pouvoirs à Hitler. Ce qui a suivi en fait une politique d'assassinat. Donc beaucoup de membres du Parti communiste sont morts. Donc une vraie loi martiale et aussi une politique de long couteau, c'est-à-dire une politique d'assassinat politique s'en est suivi. Et le problème dans tout ça, c'est que la population allemande à l'époque se doutait qu'Hitler voulait les mesures d'urgence, mais personne n'y croyait. Tout le monde disait non, non, Hitler, il va quand même pas faire ça, ce serait ridicule. Et pour certaines personnes, en fait, les gens disaient au début, c'est pas vraiment une politique de dictature, il faut simplement dire Jawohl à M. Hitler et c'est tout. Mais évidemment, par la suite, on a vu que c'était pas du tout le cas, c'était une véritable politique de dictature qui a commencé avec une politique d'euthanasie sur la population allemande et qui a suivi par la suite là, avec les camps de concentration, la guerre et la destruction de l'Europe, la tuerie qui est la Deuxième Guerre mondiale, comme on le connaît, avec des dizaines de millions de morts, 6 millions de juifs, une vingtaine de millions de Russes, etc. Donc, M. Larouche, en fait, est en train de dire que c'est ça qui revient avec John Ashcroft et l'administration Bush.
Donc, et je vais vous donner une citation ici du discours, de sa réponse, où il dit je cite, ce que vous allez avoir maintenant avec une administration Bush qui est frustrée, donc frustrée dans le sens où si les démocrates tiennent tête à George Bush, donc avec cette administration Bush qui démontre la frustration, euh, donc si cette administration-là veut prévenir l'opposition, donc ils vont gérer, en fait ils vont poursuivre leur politique avec ce qu'on appelle une gérance de crise, crisis management. Donc, ce que ça veut dire, donc je poursuis la citation, il dit donc une gérance de crise dans laquelle des membres, en fait, d'un gouvernement secret, des membres de forces militaires spéciales, donc des équipes de police secrètes, etc., vont créer une série de provocations qui seront utilisées afin d'amener les pouvoirs dictatoriaux et en fait aussi la justification de cette dictature-là au nom au nom de la gérance de crise. M. Larouche continue, il dit vous allez avoir de petites guerres qui vont se démarrer un peu partout à travers le monde et auxquelles l'administration Bush va répondre avec en fait une méthode de provocation basée sur la gérance de crise. Voilà ce que vous allez avoir. Donc, et ça, c'est en janvier 2001. Donc, très direct, on connaît la suite. La suite étant que on a eu le 11 septembre. En fait, il y avait d'autres événements auxquels on craignait qu'il y ait ce genre de problème-là. On parlait aussi à l'époque de mobilisation, anti-mondialisation qui aurait pu mal tourner. Notamment, il y avait des manifestations de prévues. On parle du 30 septembre 2001, une mobilisation anti-mondialisation à Washington, D.C. même. Donc, il y avait un autre danger, par exemple, de factions anarchistes qui aurait pu créer une situation où l'administration Bush, en fait, une situation que l'administration Bush aurait pu utiliser pour justifier une politique dictatoriale. Mais on a eu le 11 septembre, il y a eu plusieurs facteurs, en fait, il y a eu plusieurs avertissements donnés aux États-Unis en provenance d'autres nations, dont l'Égypte, mais ces avertissements-là n'ont pas été pris en considération. On a eu le 11 septembre, mais par la suite, on se rappelle, tout de suite dans les médias, on voyait la photo de Ben Laden, on parlait de l'Irak, et par la suite, on a eu une série de guerres qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui avec la situation en Syrie, en Libye en 2012, en Ukraine, et une série d'événements déstabilisateurs, que ce soit avec la Corée du Nord, maintenant la France, on a eu au Canada avec les attentats au mois d'octobre, les attentats à Ottawa, qui ont fait un mort à ce moment-là, donc le 22 octobre. Donc, M. Larouche voyait très bien où on s'en allait et en fait qu'il fallait mettre un terme à cette politique de dictature ou de tentative de dictature. Et heureusement, on a évité le pire, mais on est quand même dans une situation où les États-Unis maintenant sont devenus le muscle d'un système impérial qui est en train de détruire les nations du monde et vise une guerre nucléaire avec la Russie. Donc cette espèce d'entité impériale est en train de tomber et on peut la faire tomber, il faut la faire tomber. Et la meilleure manière de faire ça maintenant est en fait si on se base sur l'analyse donnée par Jeffrey Steinberg, une analyse faite vendredi dernier, donc le 9 janvier ou le vendredi dernier, durant un webcast organisé par Larouche, le comité d'action politique de Lyndon LaRouche aux États-Unis. Donc, M. Larouche avait qualifié cette analyse-là comme étant la meilleure analyse en circulation maintenant à travers le monde.
Donc, je vais vous donner certains aspects de ça parce que, en fait, ce qui s'était passé la journée d'avant, donc le 8 janvier, on a vu une conférence de presse à Washington organisée par l'ancien sénateur démocrate Robert Graham, dans lequel justement il parlait de sa proposition pour exposer, en fait, le document de 28 pages qui a été classifié, un rapport là, parlant du financement par l'Arabie Saoudite du 11 septembre, des attentats du 11 septembre 2001. Donc, et les gens qui ont appuyé cette proposition-là se mettent d'accord pour dire que ces 28 pages-là peuvent changer les États-Unis, changer leur politique internationale et changer en fait la politique du monde vis-à-vis non seulement le terrorisme, mais vis-à-vis ceux qui les financent, donc en fait plusieurs grandes banques impliquées dans ce terrorisme-là. Donc, et aussi, on se rappelle, la conférence du sénateur Graham s'est produite en fait quelques heures après les premiers attentats, ou plutôt les attentats contre le magazine Charlie Hebdo en France. Et donc, M. Graham allait jusqu'à dire que si on avait publié les 28 pages classifiées sur le 11 septembre, on aurait peut-être pu éviter justement le genre d'attentat qu'on a vu en France. Donc, M. Graham a fait un très bon travail. C'est une conférence de presse qui était très importante. Le mouvement Larouche a été le seul à mettre ça en ondes live et à circuler cette conférence-là. Très importante, aussi appuyée évidemment par beaucoup de familles des victimes du 11 septembre. Donc, dans certains détails, M. Jeffrey Steinberg parlait là, justement de l'exposition par ces 28 pages-là, du financement donné à au moins 2 des principaux terroristes qui ont pris des otages le 11 septembre. Et en fait qui explose aussi, donc M. Steinberg continue, on parle de ces 2 principaux preneurs d'otages qui ont été accueillis à Los Angeles par 2 gens qui sont des gens du renseignement saoudien. Et donc ces 2 agents saoudiens ont pris en charge ces 2 terroristes-là, leur ont donné de l'argent et leur ont permis d'avoir une formation de pilote d'avion. Les agents de service saoudiens ont reçu de l'argent en provenance en fait de la femme d'un certain prince, le prince Bandar bin Sultan, qui lui était l'ancien ambassadeur saoudien aux États-Unis, qui était récemment aussi le représentant du renseignement saoudien, donc le département de renseignement de l'Arabie Saoudite était dirigé par le prince Bandar bin Sultan. Donc on parle de la période précédant le 11 septembre 2001, on parle d'environ 50 000 ou 70 000 $ qui avaient été donnés directement à ces agents saoudiens à partir du compte en banque personnel de l'ambassadeur saoudien, prince Bandar bin Sultan. Monsieur Bandar bin Sultan était aussi reconnu en fait pour sa relation avec une certaine Margaret Thatcher et un fameux contrat d'échange ou de troc entre des avions d'attaque, des avions de combat britanniques et du pétrole saoudien. Donc on a eu un échange entre les 2 nations, donc un accord fait avec Margaret Thatcher du côté britannique et le prince Bandar bin Sultan de l'autre côté. Donc à travers la société de défense British Aerospace Systems, donc la BAE Systems, qui en fait avait fourni un certain montant en avions d'attaque, et de l'autre côté, peut-être même beaucoup trop de pétrole à partir de 1985 jusqu'à aujourd'hui. On parle d'environ de 600 000 barils de pétrole par jour. Et cette somme d'argent-là, qui était créée là, par la vente du pétrole par les Britanniques, a permis de créer en fait un fonds qui aurait pu atteindre en 85 et aujourd'hui, donc sur à peu près 30 ans, une somme de 100 milliards de dollars. Et dans une biographie autorisée par Prince Bandar, donc une biographie sur lui-même, il se vante en fait de la relation spéciale entre les monarchies britanniques et saoudiennes qui ont permis de créer justement
le dit fonds dans les paradis fiscaux offshore. Donc on avait une caisse noire d'argent qui servait en fait à la guerre contre le communisme, c'est-à-dire en fait le financement des Moudjahidines en Afghanistan. Donc les Moudjahidines qui ont donné naissance à Al-Qaïda. Donc déjà à ce moment-là, en fait ils s'en vantent. On a créé du terrorisme contre le communisme, le communisme soviétique, mais cette entité de mercenaires, musulmans ou autres, n'a pas cessé de croître depuis ce moment-là. Donc, il y a d'autres détails dans lesquels Jeffrey Steinberg va dans certains détails, mais en fait, il y a aussi un autre événement important que je vais mentionner, qui était en fait un événement en Floride. On avait, c'était en fait M. Steinberg qui posait une question au sénateur Graham durant la conférence de presse du 8 septembre, où il parlait justement d'un incident qui avait lieu à Sarasota, en Floride, où Mohamed Atta et l'une des équipes de terroristes s'entraînaient, et aussi à Emden, en Virginie, Paterson, New Jersey, et d'autres endroits comme ça. Donc, le sénateur Graham a expliqué en fait que c'est plus tard, en fait, plusieurs années après le 11 septembre, qu'on s'est rendu compte que il y avait eu une aide financière portée par un Saoudien, un prominent Saoudien riche dans la région de la Floride, qui aurait en fait pas publié, pardon, mais donné un accès financier à plusieurs terroristes. Le FBI à l'époque avait dit ne rien connaître de ce sujet-là. Et plus tard, en fait, le FBI avait, avait en fait publié à cause d'un acte, à cause d'une loi américaine qui s'appelle le Freedom of Information Act, donc le décret pour la liberté d'information, qui en fait permet après un certain temps d'ouvrir certains documents qui étaient classifiés. Et donc on s'est rendu compte que l'FBI avait en fait 80 000 pages de documents sur la situation en Floride et dans différentes autres villes, en fait d'un appui saoudien, d'un appui financier à des terroristes aux États-Unis. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait dire aussi, on pourrait faire le lien aussi avec Charlie Hebdo. Donc, les responsables, en fait, un des responsables des attentats à Charlie Hebdo, un dénommé Shérif Kouachi. En fait, selon un article écrit par le Telegraph, donc un magazine britannique, donc publié le 8 janvier, on démontre que Shérif Kouachi, qui est un des auteurs de l'attaque du Charlie Hebdo, est en fait en lien avec Jamel Begal. Et Jamel Begal est un disciple direct de Abu Hamza, qui lui fréquente une mosque reconnue, en fait une mosque située à Finsbury Park, en Angleterre, qui est en fait reconnue comme un centre majeur de recrutement djihadiste, financé par l'Arabie Saoudite et protégé par l'Angleterre. Et évidemment, donc, quand on a découvert ça, mais aussi ça vous donne un peu un sens, en fait, que le monde est assez petit. Donc, il n'y a pas de terrorisme, indépendant. Ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est un contrôle par en haut, un contrôle financier de plusieurs institutions, et la source, c'est l'Angleterre et l'Arabie Saoudite. Mais allant plus loin que ça, lorsque en mai 2014, Abu Hamza, comme on se rappelle Abu Hamza, qui était là, le maître à penser, ou le prophète, le prophète terroriste de Shérif Kouachi. Donc cette personne-là, en mai 2014, avait expliqué que, en fait, il avait été lui-même en fait un intermédiaire entre les autorités britanniques et les extrémistes qui sont à Londres. Donc, en fait, la politique était que tant qu'il n'y avait pas de sang versé en sol britannique, on tolérait en fait les discours haineux et les discours brainwashants de cette personne-là, de Abu Hamza.
Et là, maintenant qu'on a un problème, et bien évidemment, on verra ce que la France va faire exactement, mais on peut rapidement faire une enquête sérieuse pour voir justement quel est le rôle de l'Angleterre et de l'Arabie Saoudite dans le financement de cet acte terroriste qui a lieu en France. Et on se rappelle évidemment, c'est important de rappeler à nos auditeurs, l'attaque contre Charlie Hebdo n'a rien à voir, absolument rien à voir avec cette idée de liberté d'expression. Donc Charlie Hebdo n'a pas été la cible d'un attentat terroriste à cause de ses caricatures. En fait, ça c'est plutôt le prétexte facile pour justifier une attaque. Mais en fait, euh, les 12 morts, l'attaque qui a créé 12 morts en France visait en fait à garder la France dans un étau de propagande militaire contre le Proche-Orient et contre la Russie. Donc la France qui était récemment avait fait plusieurs initiatives visant à calmer la situation entre l'Europe et la Russie, notamment autour de la situation de l'Ukraine. L'Ukraine qui est aussi un endroit qui reçoit beaucoup d'aide de différentes organisations terroristes de l'extérieur. On voit même des Ukrainiens qui se font entraîner à l'extérieur de l'Ukraine, au Proche-Orient, comme en Syrie notamment, et qui retournent en Ukraine pour faire du terrorisme, justement, terrorisme fasciste, de dénomination fasciste. Euh, donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France a tenté de changer la règle du jeu. Et heureusement, la France a réagi de la bonne manière, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir comme les Américains l'ont fait lors du 11 septembre 2001, puis on a en fait réagi pour créer un monde meilleur. On a eu une manifestation monstre qui était vraiment un sens que les gens ne veulent pas accepter le terrorisme et que les gens ne veulent pas non plus de guerre. Mais c'est pas suffisant, évidemment. Ce sont des manifestations, mais il faut une action directe. Et comme on l'a dit plusieurs fois, il faut encore là exposer le rapport de 28 pages concernant le 11 septembre, un rapport classifié autant par l'administration Bush que l'administration Obama. Donc de dévoiler en fait le véritable rôle de l'Angleterre, de l'Empire britannique et de la monarchie saoudienne concernant le 11 septembre et concernant le terrorisme international actuel. Donc très très nécessaire. Et je pense que c'est la première étape qu'il faut suivre, autant le Canada que l'Haïti. Il faut empêcher le terrorisme de s'étendre. Il faut aussi empêcher les nations de prendre des mauvaises décisions, comme ce qui aurait pu se passer en France. Donc on a été chanceux. Et tout type d'événement terroriste qu'on a vu en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe, ce genre de choses-là peut se produire n'importe où, n'importe quand. Donc il faut exposer les 28 pages et il faut exposer l'Empire. Et en même temps, il faut détruire cet empire-là. Donc, on a parlé du Glass-Steagall au début, mais aussi il faut parler évidemment des nations du BRICS qui sont en train de changer la dynamique mondiale, de retourner vers une dynamique pour le développement mutuel des nations, basée sur le principe du traité de Westphalie en Europe de 1648, visant le bénéfice de l'autre, le bénéfice en fait des autres nations plutôt que le bénéfice de soi-même. Donc une politique vraiment de charité chrétienne, mais qui a un principe universel que tout le monde veut mettre en place et que surtout la Chine a vraiment mené la bataille et parle justement de cette coopération gagnante. Donc, le CRC est maintenant en train de circuler une pétition très importante pour que l'Europe et les États-Unis joignent les nations du BRICS, très important afin d'éviter tout type de guerre impensable contre la Russie ou la Chine, et évidemment de relancer une véritable renaissance économique et humaine à travers le monde, en mettant l'accent justement, comme le disait si bien M. Larouche, sur la créativité humaine, qui est la véritable ressource dans le domaine économique. On ne parle pas de ressources naturelles, tout ça. Tant qu'il n'y a pas de créativité humaine, tant que l'esprit n'est pas capable de découvrir des nouveaux principes physiques, bien évidemment, aucune économie ne peut se développer. Donc il faut penser évidemment sur le long terme. Il faut développer la fusion nucléaire. Il faut développer un vrai programme spatial digne de ce nom et vraiment faire une guerre contre la pauvreté, contre l'ignorance,
afin de résoudre les problèmes du futur. Mais il faut commencer maintenant. Commençons avec cette campagne contre le système britannique impérial, contre Wall Street et contre le terrorisme international. Exposons les 28 pages classifiées aux États-Unis et relançons le développement économique avec les BRICS. Sur ce, je vous laisse. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.